Bienvenue sur les ondes de Fréquence 7 qui effectivement est venu camper au centre Le Bourneau pour les rencontres des cinémas européens. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Lisa Diaz qui a réalisé Libre Garance, un film que nous avons découvert au mois de septembre déjà dans les salles d'Aubenas avec un grand plaisir parce que, entre autres, y est représentée notre charmante région. Lisa Diaz, bonjour. Bonjour. Encore une fois, très heureux de vous recevoir. Ce film, nous l'avons vu dès avant les rencontres. Ce qui m'avait frappé d'emblée à la vision de ce film, c'était sa distribution. Une distribution un peu en deux parties, avec des adultes d'une part, des enfants d'autre part, et du côté des adultes, une distribution que je qualifierais de brillante, avec Laetitia Doche qui joue Michel, on aura l'occasion de revenir sur ce rôle. Lolita Chama, pour le People, c'est la fille d'Isabelle Huppert, je crois. Oui. Et de Ronald Chama, distributeur. Grégory Montel, qu'on a déjà vu à droite à gauche au cinéma, qui est un peu plus âgé, 76, on en parlera. Et Simone Liberati, dans le rôle du, on ne sait pas, terroriste, politique, actif, on va aussi en parler, je crois. Que nous vaut une aussi belle distribution ? Enfin, comment vous faites ? Pour la distribution, c'est le travail à un moment donné du film, c'est de trouver les acteurs effectivement qui vont incarner les personnages que j'avais écrits dans ce scénario. Il se trouve que Michel, moi j'avais assez vite pensé à Laetitia Doche pour sa fantaisie, enfin je sais pas, assez vite j'avais imaginé que ça pourrait être elle. Et après, là pour le coup ça se fait très, on va dire classiquement, on envoie à son agent. Et elle a lu et elle a beaucoup aimé. Je pense qu'elle a tout de suite beaucoup aimé le projet, la proposition de film aussi, d'aller dans les Cévennes, etc. Donc ça, voilà, tout de suite, elle a dit oui. Après, les personnages des parents, c'était plus un casting. Enfin, j'ai un peu plus cherché. Et c'est vrai que j'ai rencontré ensemble, ils ont fait un essai ensemble, Grégory Montel et Lolita Chama. Et ça a fonctionné extrêmement bien comme parents, quoi. C'est dans leur relation, dans leur manière de s'engueuler. Enfin voilà, c'était un peu ça l'impro que je leur ai fait faire. Et ils étaient tout de suite très justes et à un endroit comme ça de familiarité, on va dire, voilà, qui était crédible pour ce couple-là. Donc c'est ce qui les a séduits, c'est à la fois leurs personnages, les rapports entre les personnages et évidemment l'histoire, le scénario. Le scénario, la proposition, je pense, il y a quelque chose, en tout cas je sais chez Grégory Montel, pour avoir pas mal accompagné le film avec lui, l'avoir entendu en parler, il y a cette dimension de liberté que cherchent les personnages qui lui parlaient vraiment. Ouais. Et il avait vraiment envie de défendre ce personnage, voilà. Et donc, non, c'est des très belles rencontres, je trouve, de eux avec moi, de eux avec le territoire dans lequel on a filmé, et de nous ensemble. Enfin. Et seconde partie du casting, les enfants. Alors bien sûr, Garance, on va quand même citer son nom, c'est Azou Gardao Petito, j'ai bien dit. Ouais. Bien dit. Bon, sa petite sœur, c'est Jeanne Vallée de Villeneuve. Ouais, c'est elles ont que des doubles noms, je suis désolée. Ah ben non, c'est très bien. Puis Jeanne Vallée de Villeneuve, c'est un peu classe. C'est une quasi-sainte du 19e siècle, si je ne m'abuse. Enfin oui, non, ça en jette quand même. Et puis alors Lucien, que j'ai trouvé adorable, enfin plus qu'adorable d'ailleurs, c'est un peu une expression comme ça. Lucien, alors j'ai pas retrouvé son nom dans les médias, je sais pas qui joue Lucien. Qui joue Lucien ? C'est mon fils. Non. Parce qu'au-delà des deux, effectivement, des deux jeunes comédiennes que j'ai castées, aussi, ça c'est un long casting de trouver les. En fait, mon histoire, c'était quand même de raconter un film à hauteur d'enfant, de l'initiation politique de cette toute jeune fille. Donc le film, principalement, c'était de trouver... Enfin, le pari du film, c'était de trouver ces enfants qui allaient incarner... notamment Garance, quoi. Ouais. Et sa petite sœur. Et du coup, les autres, je les ai pris... les copines. Les autres, les copines. Donc, c'est ma fille et ma nièce. Et Lucien, c'est mon fils. Qui a lu le scénario par-dessus mon épaule depuis très longtemps. Il était assez petit quand on a commencé à... quand il a commencé à m'entendre parler de ce projet. Et voilà, il avait déjà joué un tout petit rôle dans mon précédent moyen-métrage. Et il n'y avait pas de doute que c'était lui, alors qu'il n'est pas du tout, effectivement, paysan lozérien, comme le personnage qu'il incarne, mais il a une espèce de sensibilité
que je savais, que je trouvais belle pour ce personnage-là. Quand il s'occupe des animaux, etc., on le sent quand même parfaitement à Ah, l'aise. mais il a fait un stage dans une chèvrerie quand même. Moi, Je l'ai envoyé un petit peu j'aurais pas travailler. hésité à parier qu'il était du cru. Ah, Voilà. c'est Oui. bien. Si, je Ça va disais. lui faire plaisir. Et j'étais d'ailleurs un petit peu dépité de ne pas trouver son nom dans les médias. Eh ben, me voilà rassuré. Et, et oui, toutes mes félicitations pour son jeu. Comme je le disais avant de savoir, il est plus qu'adorable. Il y a vraiment, il porte vraiment un personnage, d'ailleurs, par ailleurs, très intéressant, un personnage d'enfance. Et il est beaucoup question d'enfants dans ce... Oui, donc vous nous faites vivre cette fameuse année 83, si je ne me trompe pas. Oui, c'est pas précis dans le film, mais ça pourrait être 82 ou 83, effectivement. Vous faites vivre cette année à travers le regard de ces enfants. Et comment ce regard d'enfant, il nous apporte un autre éclairage sur cette période ? Eh bien, précisément parce que... disons que Garance, c'est un moment de son existence où elle commence à s'intéresser à ce que disent les adultes, sans tout comprendre, sans y aller directement parfois dans ses questionnements. Donc c'est tout ce qu'elle capte, notamment sur son appareil à cassette, tout ce qu'elle entend de ces conversations politiques très avinées, comme ça, qui durent longtemps. Et elle commence à écouter. Et en plus, il y a un braquage de banque pas loin, donc et c'est des brigades rouges, donc c'est tout ce qui est violence armée, enfin voilà, tous ces questionnements politiques de où on en est de nos volontés de changement du monde. Et donc elle comprend pas tout. Voilà, je garde vraiment toujours ce point de vue-là elle comprend pas tout et elle doit réinventer, fictionner finalement, raconter des fables, finalement des histoires aussi à son groupe de copains et même des histoires à elle-même en fait finalement parce qu'à un moment sa mère s'en va et elle comprend pas pourquoi. Elle pense qu'elle est partie aider l'Italien à faire la révolution. Et donc, bon, finalement, voilà, dans ce cheminement de pas de réponse, et elle va s'inventer. Ses propres réponses, ou en tout cas, elle va faire ses propres tentatives, qui sont ses tentatives à hauteur d'une petite fille de 11-12 ans. Donc, ça va l'emmener un peu loin. Mais c'est à la fois, je trouve, une manière assez poétique d'envisager le politique du point de vue de l'enfance. Et finalement, en fait, comme on vit le film à travers le regard de Garance, on se pose les mêmes questions qu'elle, et les seules réponses qu'on a, c'est les fables qu'elle se raconte à elle aussi. Ouais, ça avait vraiment été tout le travail du montage, ça, parce que c'était pas si évident où je mettais le curseur de qu'est-ce que je donnais vraiment comme information politique, sur le contexte, etc. Et donc moi, j'ai vraiment, et ça, c'est aussi le travail du montage. Je me suis dit non, en fait, c'est que elle, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend, ce qu'elle invente, ce qu'elle fait comme jeu politique. Elle procède quand même à la nationalisation des biens de ses camarades. Voilà. Et bon, ils sont d'accord au début, jusqu'à ce que, évidemment, ça le demande carrément la mobilette de Lucien. Il n'est pas d'accord, parce qu'elle abuse quand même un peu. D'ailleurs, va-t-elle nationaliser son appareil à cassette ? Elle ne le fait pas vraiment. Pas vraiment. Non, elle a un peu de mauvaise foi, mais en fait, elle a envie de se friter avec quelqu'un, je crois, à ce moment-là du film. Et comment vous vous y êtes prise pour filmer l'intimité de ces enfants ? Parce que Garance, elle parle très peu, mais on a vraiment l'impression d'être immergé dans son univers. Eh bien oui, c'est beaucoup par ses regards, sa manière d'écouter. C'est aussi cet appareil à cassette qu'elle a, qui est son jouet favori, on va dire, la chose qu'elle transporte avec elle, sur lequel elle s'enregistre. Il y a les questions finalement qu'elle se garde en elle et qu'elle finit par poser comme ça de manière très succincte finalement, à la fois à Michel qui reste à la maison et pour le coup qui à un moment va lui répondre un peu à certaines de ses questions. Enfin, lui répondre. En tout cas, avec lesquelles elle va avoir une conversation. Il n'y a pas de réponse peut-être sur le politique et comment on transforme le monde. Il n'y a pas de réponse définitive. Il y a juste des questions qu'on continue de se poser. Mais, et aussi avec cet Italien finalement qu'elle va aider, elle lui pose finalement un petit peu les questions. Et de manière assez discrète. Mais ce que j'aime aussi chez Azou d'ailleurs, qui est à la fois chez Azou et du coup chez Garance, c'est comment finalement les adultes ne l'impressionnent pas aussi. Elle y va assez quand même directement les interroger. Oui, donc enfant, adulte, c'est vrai que c'est quand même assez frappant. J'ai tout de suite vu dans ce film un film de génération. J'en ai compté 3. Alors il y a la première génération qui est en fait absente à l'image. C'est les parents des parents, c'est les grands-parents de Garance. On les voit pas, mais forcément ils existent pour des raisons biologiques évidentes. Alors c'est la génération des gens qui sont probablement nés avant-guerre, avant la seconde, guerre mondiale bien sûr. Il y a la génération des parents de Garance qui sont eux nés après cette guerre
et donc ont vu le monde s'ouvrir à eux, avec des propositions, quoi, finalement, qu'ils devaient faire eux-mêmes. Et puis il y a la génération de Garance, qui est la génération qui suit l'engagement 68 arts, et qui va recevoir ça en héritage. On voit très bien dans le film, justement, vous en parliez, quand Michel parle avec Garance, elle transmet ses valeurs, elle transmet ses espoirs, ses représentations, etc. Elle transmet. Donc trois générations, effectivement. Moi, j'appartiens à la même que celle des parents de Garance. Comment ça s'articule dans votre esprit, ces trois générations? Qu'est-ce que vous faites des grands-parents? Qu'est-ce que vous faites des parents? Qu'est-ce que les enfants ont à faire? C'est sur quel mode, cette transmission? C'est marrant. Moi, j'ai pas tellement pensé finalement à la génération des grands-parents, on va dire. Mais en même temps, je me dis, tiens, si, ils font le premier truc qu'on voit dans le film commence, ils sont en train de jouer à la guerre, 39-45, justement. Ce sera de se faire une radio maquis, ils appellent ça. Oui. Et au début, le film devait s'appeler Zone Libre, d'ailleurs. Et après, on s'est dit qu'avec le distributeur, que c'était pas... ça n'allait pas parce que ça ramenait effectivement trop sur un film qui serait passé en 39-45, ce qui n'est effectivement pas du tout mon film. Donc... moi, effectivement, cet héritage-là, il est sous-jacent, on va dire, sur pourquoi ces parents-là se sont installés, ces parents et leurs potes d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une histoire de communauté tout autour des parents, s'installent là, qu'est-ce qu'ils espèrent encore à ce moment-là de 82 ou 83, voilà, qui est quand même un moment pour moi, de bascule, quoi, vers quelque chose qui va un peu, genre, on a beaucoup espéré, et finalement, il y a un mur là qui se dresse. Oui, quoi. Pour nos éditeurs, et comme moi, j'appartiens à Moi, j'ai été majeur au moment de l'élection de Mitterrand. Donc, effectivement, pour des gens comme moi, Mitterrand a un peu quand même représenté très vite la confiscation des idéaux de la gauche. Lui, Thatcher, enfin je veux dire, on sait très bien que les années 80, c'est un moment quand même de fermeture comme ça de toutes les tentatives révolutionnaires qui ont lieu partout dans le monde, au-delà de l'Europe d'ailleurs. Donc il y a quand même un truc de fermeture, même si je ne dis pas que il faut que rien n'a existé depuis, évidemment. Voilà, mais... Et du coup, moi, je dirais même qu'il y a... Parce que moi, dans mon idée, il y avait aussi l'idée de m'adresser quand même à aujourd'hui. C'est-à-dire que comment aujourd'hui est représenté dans le film. Et finalement, ça passe... Enfin, je ne sais pas, quand je monte le film à droite à gauche, même les ados, finalement, alors je ne sais pas ce qu'ils en comprennent, ce qu'ils en prennent, mais il y a quelque chose qui peut aussi résonner complètement avec ce qu'on traverse aujourd'hui, avec des tentatives ici ou là, et notamment dans les Cévennes, là où j'ai tourné. Enfin, je veux dire, les gens que j'ai filmés dans le film sont... Enfin, au-delà des acteurs principaux, sont des gens qui vivent là, ce sont des gens qui se sont installés dans ce coin-là, ou qui vivent depuis longtemps, mais avec une vraie perspective de vie quand même, de tenter des choses, de ne pas s'en laisser trop compter par le système. Donc ça, je crois qu'il y a aussi des échos avec nos désespoirs. D'ailleurs, comment on transforme le monde et comment on est des fois, moi, je sais pas comment on fait, quoi. Cette question de comment on fait. Oui. Justement, aujourd'hui, on en est où? Parce que dans ce film, il est beaucoup question d'idéalisme, de rêve, d'utopie. Et là, 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce film? Eh bien, il vient nous dire comment... il vient nous dire, je crois, enfin moi ce qui m'importait, c'était que justement ce soit pas un film qui ferme, quoi. C'est pas un film qui ferme, parce qu'effectivement elle essaye, et c'est une tentative où elle s'en prend quand même un peu plein la gueule, la petite, mais que quand même le fait qu'elle ait tenté son propre chemin à elle, finalement qu'elle ait eu ce courage-là, parce que pour moi c'est une enfant très courageuse d'aller aider ce mec, alors que tout le monde finalement le rejette, plus personne ne veut l'aider, etc. Il les planque. C'est la seule qui a ce courage-là, et qui a une vraie force d'action. En fait, ça montre que oui, peut-être elle va se brûler les ailes, mais en fait, elle a tenté quand même quelque chose, et je crois qu'il faut... Et que aussi, le fait que, justement, on parlait de Lucien, mais je crois que c'est un personnage important, le petit gars qu'elle traite de facho, fils de facho, donc tu seras toujours un facho. En fait, finalement, il l'aide. Et il y a une espèce de confiance, et donc d'un truc générationnel aussi, de possible ensemble, quoi. Donc voilà, ça, je crois que... Je ne sais comment ça peut s'incarner, mais j'ai l'impression que si, en fait, en vrai, il y a plein de poches comme ça, de résistance... et surtout l'idée de pas de fatalisme, et je trouve que c'est ça, on nous l'a beaucoup enlevé, le possible, quoi. Et je trouve que c'est ça que ça questionne, c'est-à-dire à un moment on espérait beaucoup, on disait révolution, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait faire, et abattre le capitalisme, on l'a espéré, et je trouve que voilà, dire qu'on s'est un peu résigné. Voilà, on s'est un peu résigné à l'idée en fait, que c'est tellement devenu monstrueux qu'on sait plus par quel bout l'attaquer, quoi. Voilà, et
Et il y a aussi la question de la violence armée à poser à travers le personnage de Brigade Rouge. C'est aussi, voilà, alors peut-être ce ne serait pas une violence armée, mais la question de la violence politique, quoi. Comment, où elle se situe, qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule, et nous, comment on peut encore combattre, en fait, comment on peut être... Et en plus, là, on est en 2022 et qu'on est face à une urgence climatique qui rend les choses encore plus... je sais pas, encore plus nécessaire et plus urgente, et on ne sait pas, quoi. Je pense que le repli sur soi n'est vraiment pas la bonne solution. Enfin, les confinements ne sont pas la bonne solution, et tout ça. Et je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Et justement, je voulais y venir sur cette idée de la violence, parce que c'est quand même un des fils rouges du film, c'est ce braqueur, est-ce qu'il était légitime d'utiliser des armes ? À plusieurs reprises, notamment Garance demande, mais est-ce qu'il était obligé d'utiliser des armes ? Puis pour les uns, ça va être un terroriste, pour les autres, un héros révolutionnaire. Et du coup, il y a aussi la question de est-ce que la fin justifie les moyens ? Ouais, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais que je trouve intéressante et nécessaire de... Enfin, comment on résiste, quoi, voilà. Où se situe la violence ? Comment on résiste ? Effectivement, cet homme dit... elle lui pose la question, elle dit, mais vraiment, est-ce qu'il faut des armes ? Et il lui dit, il faut qu'on ait des fusils pour qu'un jour, il n'y en ait plus. Ça, c'était une question telle qu'on l'a posée, voilà, dans ces... Moi, j'ai beaucoup lu, parce que ça m'intéresse, hein, le mouvement révolutionnaire italien, qui a été beaucoup plus loin, comme elle le dit Michel, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, qui a vraiment... C'est-à-dire, c'est pas juste quelques poches de résistance, c'était vraiment un mouvement très... très puissant et très populaire, on va dire. Et qu'à un moment, effectivement, ça a vrillé vers plus de violence. Et en fait, ça a complètement décrédibilisé la lutte, quoi. Ça s'est appelé les années de plomb. Voilà, ça s'est appelé les années de plomb par qui ? Enfin, voilà. Oui, et en fait, ça a été une histoire comprend. aussi impossible à raconter. Aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ça a été, à cause de ça, une histoire impossible à raconter. Et voilà, et aujourd'hui, comment... je sais que cette... alors, ça va passer plus par du sabotage, par comment on fait, voilà, effectivement, pour être un peu plus... combatif, parce que peut-être... Et après, aussi la non-violence. Enfin, en fait, voilà, comment on résiste, en fait. Effectivement, peut-être par la non-violence. En tout cas, le fait de la poser, cette question-là, me paraît nécessaire. C'est-à-dire... parce que quand on manifeste, on se reçoit quand même beaucoup de violence aussi en face, aujourd'hui. Enfin, je veux dire que ce serait pour des méga-bassines, ils envoient un déploiement de trucs. Donc oui, enfin bref, cette question-là... Oui. Ouais. Oui, c'est une question d'ailleurs qui se posait à l'époque. C'est le papy qui parle là au micro parce que oui, c'était un peu l'alternative action révolutionnaire violente et ou, enfin je crois que c'est plutôt ou exclusif, non-violence. C'est vrai que moi dans ma jeunesse, je me reconnais beaucoup plus dans Martin Luther King ou Gandhi que dans les Brigades Rouges ou la bande à Bavière, évidemment. Enfin, je dis évidemment, moi non plus, j'ai pas de réponse, parce que effectivement, la violence paraît à un moment l'ultime au recours si on veut que quelque chose se passe. On a tous regretté l'échec de l'attentat contre Hitler. C'est vrai, finalement. Donc, et puis, parce qu'en face des gens qui veulent faire avancer les choses, il y a des gens qui prennent tous les moyens pour qu'elles n'avancent pas. Là-dessus, on est bien d'accord, et c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse. Et comme vous le disiez à l'instant, l'écologie est vraiment un domaine qui illustre pour aujourd'hui parfaitement ces questions. Effectivement, jusqu'où faut-il aller pour protéger notre environnement ? C'est une question qui se posait déjà à cette époque, puisque Dumont est premier candidat écologique au présidentiel, c'est 74 si je ne m'abuse, donc on est bien au courant. Et puis aujourd'hui, c'est la COP27 qui vient de s'achever, sur rien. Donc effectivement, qu'est-ce que vous proposez ? Vous n'avez pas de solution, mais est-ce qu'on jette de la peinture sur les chefs-d'œuvre, enfin ? Oh là là, moi je suis juste réalisatrice, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Et précisément parce que je ne suis pas ni militante. Justement, des fois je trouve que je ne le suis pas assez. Mais moi je fais des films, j'écris des fictions. Donc je pense que je ne suis pas la personne bien placée pour répondre à ce genre de choses. Voilà, néanmoins, je pense qu'il y a... Évidemment, c'est pas très... Enfin bref, je ne pense pas que ce soit très utile. C'est de la com ou je ne sais pas quoi. Et c'est peut-être... Mais voilà, c'est très violent. En tout cas, moi, je vois la COP27, je trouve ça très violent, en fait, ce qui se passe. L'idée qu'ils vont encore ouvrir des champs de pétrole, je trouve ça très violent. Enfin, je trouve ça dingue, en fait. C'est juste, on est en train de courir vers notre mur en parpaing, là.
Donc, bon, moi, ma seule manière de faire, c'est de dire je vais essayer de continuer à faire des films et de les faire d'une manière qui pose des questions. Je sais pas. Moi, et après, peut-être, effectivement, de m'engager. Effectivement, moi, je suis plutôt du côté de la non-violence, dans le sens où, effectivement, faut. Mais bon, c'est très violent, en tout cas, ce qu'on se reçoit en face. Mais je trouve que sur cette question de la violence, finalement, Garance, elle nous propose une voie tout en nuances, parce que, certes, elle va aider ce brigand qui a tué, mais elle, à aucun moment, elle ne fait de mal à personne, même si elle vole le mouton, si elle vole le bébé, elle s'arrête toujours à la limite de là où il pourrait arriver du mal à quelqu'un. Et pareil, elle va arrêter d'aider l'Italien dès que l'arme risque de rentrer en jeu. Exactement, quoi. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'elle incarne quelque chose qui est à la fois de l'ordre de... Bon, on dépasse la parole, on dépasse les mots et on passe à l'action quand même. Ce que je fais pas du coup, moi je parle. Non mais je sais pas, je fais des films, en vrai. Votre film, c'est une action quand même. Mais effectivement, elle... Oui, et elle le met face à ses réalités aussi. Enfin voilà, à la fin, je vais peut-être pas raconter la fin, mais effectivement, il y a un endroit où elle va pas. Mais effectivement, elle est... Voilà, en tout cas, ce truc de courage, quoi, qu'elle incarne d'autant plus que c'est une enfant de 11-12 ans, quoi. Et puisqu'on parle d'action, on va quand même souligner le fait que dans ce film, ce sont quand même les femmes qui agissent. Les hommes sont beaucoup plus passifs. Et vous allez même jusqu'à mettre en scène un accouchement, donc une scène qui prend pas mal de place au milieu du film. Quel message avez-vous voulu faire passer avec cette scène ? Alors, c'est une scène que moi, j'avais en tête, vraiment qui fait partie presque du début de mon écriture. Le scénario, ça passe par plein d'étapes où on enlève des choses. Mais cet accouchement, je pense, était là d'emblée. Donc, ça veut dire que c'est important. Il fallait que je le considère. Pourquoi j'avais envie de raconter ça. Et je pense que comme c'est l'itinéraire d'une fille courageuse aussi, qui va passer à l'action, qui fait cette tentative-là, le fait de voir la puissance que c'est de donner naissance, la puissance d'une femme qu'on a en nous, je veux dire qu'on accouche ou qu'on n'accouche pas, on l'a en chacune de nous, quoi. Et c'est ça que ça raconte, ce moment-là, qui est aussi un moment presque de rituel, parce que c'est un accouchement qui se fait à la maison avec les enfants qui sont là, les copains qui soutiennent, la sage-femme qui est venue accoucher à la maison, qui est derrière une vraie sage-femme qui fait des accouchements à domicile dans les Cévennes. Et voilà, c'est important finalement que ce message-là passe, et c'était même plus explicite. Il y avait une comédienne qui disait, mais tu vois, si les femmes sont capables de ça, c'est qu'elles sont capables de n'importe quoi. Et voilà, c'est ça que ça te dit, c'est vrai. Et je veux dire que dans son large apprentissage le long de cet été-là, Garance voit ça aussi. C'est juste, on est capable de ça. Et je trouve qu'effectivement, les femmes... transmettre des choses, mais les hommes aussi, finalement, même s'ils sont un peu... l'italien, effectivement, à un moment de son existence, parce que le mouvement armé, effectivement, est acculé, là. Ils sont un peu face à... Voilà, c'est la fin. Il dit, il n'y a plus que des fissures dans lesquelles on va essayer de se glisser. Effectivement, c'est le cas. Et le père, lui, il est plus... Mais en même temps, le père, il donne aussi quelque chose autour de la liberté, de sa sensibilité de père, que je trouve assez belle. Donc, il transmet aussi quelque chose. C'est pas parce que les femmes occupent le devant de la scène que les hommes sont absents. Ils sont des alliés à leur manière, même si c'est pas exactement ce qu'on attendait d'eux. Ouais. Et vous pouvez développer un peu sur la place que vous avez voulu leur donner, notamment donc, le père, mais aussi Lucien. Oui, Lucien, oui, voilà, Lucien, c'est vrai que c'est quand je parlais au départ de sa sensibilité, je crois qu'il y a ça. C'est-à-dire comment je vais t'aider même malgré toi, c'est-à-dire malgré ce que tu me renvoies, en fait. Parce que assez masculin, comme attitude a priori, quoi. Ah oui, je sais pas si oui, je sais pas. Ouais, en tout cas, Parce que pour préciser, peut-être juste pour les auditeurs, donc au début, Garance et Lucien sont très bons amis, mais Lucien, il vient visiblement d'une famille de fachos. Et à un moment, Garance va le rejeter et lui dire, de toute façon, t'es qu'un fils de facho, et Lucien, il va l'espionner. Mais finalement, il va jamais la dénoncer. Ouais, jamais la dénoncer, même l'aider. Et il va même mentir pour la protéger. Voilà, c'était juste pour préciser le contexte. Et voilà, c'est aussi se dire que son chemin à lui est encore plus... Alors, on ne sait pas si les fachos, elle aime bien catégoriser, c'est pas... Mais effectivement, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le traite. Et que son chemin à lui, d'aller l'aider, alors que quand même, en plus, elle l'a traité de facho, qu'elle a voulu lui piquer sa mobilette, qu'elle envoyait chier. Enfin bref, quand même, le fait qu'il continue d'être là pour elle, c'est très beau, en fait, c'est très beau. Et
voilà, il y a quelque chose vraiment autour de la confiance dans ce film, pareil, que j'ai découvert en discutant aussi avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a cette chose-là qui est importante, c'est à qui on fait confiance. Et c'est fort, en fait, de faire confiance à quelqu'un. Pour moi, c'est aussi presque politique. C'est comment les alliés, quoi, avec qui on... Et finalement, les seuls qui restent alliés tout au long du film, en fait, c'est les enfants. Exactement. Ça, c'était important aussi pour moi justement dire, bon, ok, alors c'est pas tout fermé non plus. Il y a un peu de questionnement de la part des adultes. Bon, en fait, on a espéré tout ça et peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais le fait que les enfants continuent d'être des enfants et continuent d'être solidaires les uns, enfin, finalement, sont des alliés et s'aident et finalement font barrière, font front. Ça, c'est beau parce que, ouais, c'est une idée de front commun, quoi. Je crois. Mais d'une certaine manière, alors, Garance et Lucien incarnent peut-être à leur manière le nouveau couple originel. C'est eux le nouvel Adam et la nouvelle Ève, finalement, parce qu'ils savent passer à l'action. Passer à l'action avec un certain nombre d'idées quand même assez précises sur les choses, surtout pour leur âge, mais c'est vraiment... Et passer à l'action, mais comme on l'a dit juste avant, avec une certaine modération, quelque chose qui pourrait presque passer pour de la maturité. Quand on voit la manière dont se comportent les adultes, on se dit, mais finalement, la maturité, elle est où la vraie, quoi, hein. Et c'est un petit peu ce qu'incarne, à mon sens, et je ne l'avais pas spécialement vu en voyant le film, naturellement. C'est notre conversation qui me fait voir ça. Peut-être que c'est le nouvel Ève et la nouvelle Adam. Le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Décidément, puisqu'il est question de genre, allons-y. Je me sers à moi-même sur un plateau mes questions. Ça, c'est quand même excellent. Oui, le focus, tous les ans, les rencontres des cinémas d'Europe ont un focus. C'est très divers. Ça a été le Portugal une année, je me rappelle. Cette année, c'est genre, sexualité, jeunesse qui est à l'ordre du jour. Enfin, il y a un certain nombre de films, 7 je crois au total, qui sont particulièrement orientés autour de cette question. On fait venir des gens qui sont un peu spécialistes de cette question. Et effectivement, la sexualité, c'est aussi un lieu dans lequel il a fallu faire un petit peu avancer les choses. Elles n'ont pas tellement avancé par certains aspects. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours trouvé, par exemple, que le mouvement 68 Art était passablement machiste. Enfin, ça m'a toujours apparu comme ça. Et j'étais très content d'avoir quelques années, une bonne décennie de plus que la plupart des participants à ces mouvements. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs ateliers autour de ces questions. Le premier, le plus peut-être ouvert en ce moment, c'est celui de l'atelier du genre. Est-ce qu'il faut distinguer les genres? Est-ce qu'il faut les nommer? Est-ce qu'il faut, etc. C'est quoi votre point de vue? Parce que dans Libre Garance est un petit peu muet sur la question. Lucien est un petit garçon, Garance est une petite fille, il n'y a pas de... etc. Mais au-delà, et si Lucien et Garance continuaient leur vie en commun, etc., comment ils se distribueraient les rôles? C'est marrant parce que moi, justement, je lisais pas mal de choses dernièrement, notamment Alice Zénitaire, L'autre moitié du monde, voilà, sur la représentation. Enfin, comment moi, du coup, ça m'a posé des questions. Comment moi, petite fille, je me suis projetée, mais beaucoup dans des personnages finalement masculins, parce que c'était les personnages qui agissaient, c'était les personnages qui justement, contrairement aux petites filles, je sais pas, dans Tom Sawyer, c'est mieux Tom Sawyer que Betty Thatcher, par exemple. Tu vois, je préférais. Et dans plein et finalement, les personnages, enfin, je sais pas, les beaux personnages de femmes existent, et finalement en littérature, mais c'est Emma Bovary, c'est bref, plein de femmes plutôt qui souffrent, quoi. Oui, et de me dire, tiens, c'est marrant, oui, effectivement, je me suis beaucoup projetée dans les... Il y a beaucoup d'hommes qui font souffrir aussi, Rodolphe. Oui, voilà, il y en a, voilà. Mais que du coup, moi, dans mon... je pense qu'elle n'est pas finalement genrée, justement. C'est un personnage courageux et Lucien n'est pas non plus genré. Voilà. Donc, je réfléchis pas à mes films. Enfin, en fait, je crois que j'ai quand même envie de faire des beaux personnages de femmes courageuses, mais aussi des beaux personnages d'hommes sensibles. Enfin, voilà, les choses... voilà, je les travaille. En fait, je crois que vous apportez une réponse qui
qui me paraît intéressant. De l'avenir du genre, c'est la disparition du genre. En fait, d'une certaine manière, c'est peut-être pas la peine de distinguer à tout prix. Oui, après, moi, là, je sais que j'ai fait un moyen métrage sur une femme qui avait 40 ans et qui se demandait comment avoir un enfant alors qu'elle n'était pas en couple, etc. Donc, c'est quand même une question de femme. Oui. Mais en même temps, je me dis, ce qui est intéressant, c'est de montrer des personnages de femmes parce qu'on en manque. Enfin, on manque quand même d'histoires avec des personnages de femmes qui soient pas effectivement caricaturales ni trop, voilà. Et que juste des hommes puissent se projeter dans ces personnages de femmes aussi, quoi. Vraiment, cette question-là, elle est intéressante. Enfin, voilà. Et moi, je me dis, tiens, c'est vrai qu'on manque Enfin, moi, je trouve que je manque de représentation de femmes qui vieillissent, de 55 ans, 60 ans, indépendantes, etc. Je me dis, tiens, il faudrait aussi... Enfin, alors, je ne réfléchis pas comme ça pour écrire des histoires, mais en tout cas, quand j'en rencontre, je suis contente. Voilà, et tout ça, voilà, évolue dans ce sens-là. Et j'ai l'impression, quand je vois, parce que j'interviens des fois dans des lycées ou... Que cette question-là, elle est déjà... Effectivement, ils sont déjà beaucoup plus avancés que nous, hein, beaucoup plus... Il y a une espèce comme ça de truc assez libre, finalement, vraiment. Voilà. Donc, je pense que ça va s'auto-résorber. Et le féminisme, quand même, est vraiment à l'œuvre. Et il y a encore beaucoup de travail et qu'on a de la chance d'être en Occident, tout ça, et qu'il y a encore, et même ici, beaucoup de boulot, mais que les choses sont en train d'avancer. Et que quand je vois les enfants de 18, enfin, j'ai pas mal d'espoir, quoi. J'ai tendance à confirmer. Il se trouve que les hasards de la vie font que je suis professeur de philosophie au lycée et qu'effectivement, j'ai eu déjà beaucoup l'occasion de noter ces réelles avancées, justement sans agressivité, de manière très, très naturelle. Est-ce qu'on peut faire un constat identique sur la question de l'homosexualité ? C'est pas abordé évidemment dans Libre Garance, mais ça aurait pu, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, là aussi, il y a nécessité peut-être de faire avancer les choses au niveau ne serait-ce que du regard. Oui, que ça ne devienne même plus une question, en fait, je sais pas. Ce n'est même pas... Enfin, voilà, finalement... Oui, j'entends. Et que finalement, on aime une femme, on aime un homme, enfin, voilà, à terme, quoi, ça va ne plus devenir une question. Après, je pense qu'il y a encore... des films à faire, des livres à écrire pour que ça devienne fluide, justement, que ça devienne accepté. Donc, mais oui. Ça nous ramène à la liberté. Votre film s'appelle justement Libre Garance. Vous nous livrez des portraits de femmes libres. La mère qui se sent libre de quitter le foyer. Michel qui se sent libre d'avoir un enfant finalement toute seule. On ne sait pas où est le père. Garance qui est libre de faire la presque révolutionnaire. Mais moi, quand j'entends Libre Garance, je pense aussi à Radio Libre. Et d'ailleurs, comme vous l'avez déjà mentionné, tout au long du film, Garance se balade avec un magnétophone à cassette piqué à son père. Et ça devient, cette cassette, c'est un peu un fil rouge du film. Vous pouvez nous dire 2 mots en 30 secondes sur cette cassette, s'il vous plaît ? Eh bien, Alors, c'est à la fois un objet très cinématographique, je trouve, l'appareil à cassette, le fait de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir se réécouter. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'une lettre, elle aurait pu tenir un carnet, quoi. En fait, le fait d'avoir une espèce de journal de bord ou de radio libre qu'elle mène effectivement avec ses copains, c'est effectivement très cinématographique. Et de plus, c'était pour moi un objet de mon enfance. Ça sort vraiment là complètement de mes souvenirs à moi. Donc... moi, je m'enregistrais, j'adorais cet objet-là. C'était vraiment, on faisait des radios, effectivement, avec des copines. Bon, c'était pas très intéressant, mais on faisait ça, quoi. Et effectivement, je piquais des cassettes à mon père et ça le faisait. Il a retrouvé des trucs où je m'enregistre au milieu du morceau, quoi. Voilà, donc... je trouve que c'est en tout cas, effectivement, après, ça est devenu finalement un élément assez clé, finalement, de l'histoire. Les scénarios, ils aiment bien, quoi. Enfin, je sais pas, ça marchait bien. Oui, Madeleine de Proust, que c'est magnétophone à cassette. J'en ai eu un à ma confirmation également, je confirme donc. Et puis j'ai commencé la radio sur une radio libre. Ça aussi, ça ne rajeunit pas exactement le bonhomme. Merci de nous avoir rejoints, Lisa Diaz, ici. J'espère que les auditeurs auront pris autant d'intérêt et de plaisir que nous à vous entendre. À très bientôt, chers auditeurs, dans le camp de Fréquence 7 au Centre Le Bourneau. Ciao, ciao. Merci à vous.